Le sifflement dans l'obscurité. Je me souviens de cette nuit comme si c'était hier. Tout avait commencé de manière banale, une soirée calme à la brigade. Il était presque minuit, et je m'occupais de la paperasse habituelle, parcourant des rapports d'incidents sans intérêt. Rien ne sortait de l'ordinaire, du moins, jusqu'à ce que le téléphone se mette à sonner. Je décrochai sans vraiment y penser, fatigué et distrait. La première chose que j'entendis fut un souffle. Puis mon nom. Prononcé d'une voix glaciale, presque inhumaine. Mon instinct de flic se mit immédiatement en alerte, mais je tentai de rationaliser. Ce genre d'appel, on en reçoit parfois, des plaisanteries d'adolescents ou des gens dérangés qui cherchent à nous faire peur. Mais ce coup-là, quelque chose clochait. Le sifflement qui accompagnait la voix semblait provenir de quelque part bien plus sombre, comme si la source de cet appel venait d'un endroit où la lumière n'osait jamais entrer. « Je te connais », murmurait la voix, chaque mot prononcé avec une lenteur calculée. J'avais un frisson, mais je raccrochai sans répondre, essayant de me convaincre que ce n'était qu'une mauvaise blague. Pendant un moment, le silence retomba sur le bureau. Le tic-tac de l'horloge murale semblait s'étirer, chaque seconde résonnant plus fort que la précédente. Mais alors que je me replongeais dans mes dossiers, le téléphone sonna de nouveau. Cette fois, avant même de décrocher, je savais. Quelque chose de malsain se cachait derrière ces appels. « Je t'observe », souffla la voix au bout du fil. Mon cœur battait à tout rompre, et j'avais la sensation que l'air autour de moi s'était épaissi. Chaque respiration était plus difficile que la précédente. J'essuyai la sueur sur mon front et me retournai machinalement vers la fenêtre. À travers la vitre sale, je vis une silhouette. Mobile. Droit au milieu de la rue sombre, baignée dans une lumière blafarde, comme si elle appartenait à un autre monde. Qui était-ce? Et pourquoi ne bougeait-il pas? Mon esprit se débattait entre la peur et la curiosité. Devrais-je sortir et l'affronter? Mais mon instinct, celui qui m'avait sauvé la vie plus d'une fois, me disait de rester à l'intérieur. Je fixai la silhouette, mes pensées tourbillonnant dans un océan de questions sans réponse. Je me levai lentement de ma chaise, chaque muscle tendu à l'extrême. Mon regard ne quittait pas la silhouette, comme si je craignais qu'en la perdant de vue, elle se rapprocherait soudainement. Je pris ma lampe de poche sur le bureau, sans vraiment savoir pourquoi. Peut-être qu'une lumière me donnerait une illusion de contrôle, de sécurité. J'ouvris la porte d'entrée du commissariat, l'air froid de la nuit me frappant en plein visage. La rue était silencieuse, trop silencieuse. Aucun bruit de circulation, pas de vent, pas même le chant lointain d'un chien. La figure était toujours là, à quelques mètres de moi, plus menaçante que jamais. Je pointai ma lampe vers elle, mais rien. Pas d'éclat de lumière. Comme si la personne absorbait la clarté elle-même, refusant de laisser la moindre lueur la toucher. Un frisson me parcourut l'échine. Je pris une profonde respiration, tentant de calmer mes nerfs. Puis, avec hésitation, je fis un pas en avant. À cet instant précis, un téléphone sonna. Pas celui du bureau cette fois, mais mon portable dans ma poche. Je sursautai, presque lâchant ma lampe. Je le sortis, les mains tremblantes. Le numéro était masqué. Mon cœur accéléra à nouveau, et sans vraiment réfléchir, je décrochai. « Tu n'aurais pas dû sortir », murmura la voix. Immédiatement, mes yeux se portèrent à nouveau vers la silhouette, mais elle avait disparu. Un vide total. Comment était-ce possible? Une fraction de seconde auparavant, elle était là, et maintenant, il ne restait que l'obscurité. Le silence de la rue, autrefois rassurant, était devenu oppressant, chaque ombre se tordant comme si elle cachait quelque chose de sinistre. Je fis volte-face, rentrant précipitamment dans le commissariat. À chaque pas, j'avais l'impression d'être suivi, traqué. Le claquement de mes bottes résonnait dans la nuit, mais un autre bruit, plus sourd, semblait se fondre dans le mien. Je ne voulais pas me retourner. Je ne pouvais pas. De retour à l'intérieur, je claquai la porte derrière moi, la verrouillant machinalement. Mon souffle était court, mes pensées désordonnées. Qu'est-ce qui se passait? Qui était cette personne? Ce coup de téléphone, comment pouvait-il savoir que j'étais dehors? Je m'assis à mon bureau, essayant de rassembler mes idées. Le téléphone fixa sur la table semblait presque m'appeler. Ma gorge était sèche, et mon esprit commençait à s'égarer dans des scénarios que je ne voulais pas explorer. Je devais trouver une explication rationnelle, me raccrocher à la logique. Mais à chaque fois que je tentais de raisonner, une autre partie de moi me tirait vers le surnaturel, vers l'inexplicable. Le téléphone sonna de nouveau. Le bruit fit écho dans la petite pièce, presque comme un avertissement. Cette fois, je n'avais plus le choix. Je décrochai, la voix tremblante. « Je suis juste derrière toi. » Monsangasi Glocka. Je sentis une présence. Quelque chose d'invisible, mais terriblement proche. Lentement,
Très lentement, je tournai la tête. Rien. Il n'y avait personne. Seulement les ombres des meubles projetées par la lumière pâle de la lampe. Mais je savais que quelque chose n'allait pas. Le téléphone, encore dans ma main, émettait un sifflement léger. Une sorte de souffle, comme si quelqu'un respirait à l'autre bout, attendant. Je raccrochai violemment. La tension dans l'air était insupportable. Je pouvais presque sentir des yeux invisibles fixés sur moi. Ma gorge se noua et mon estomac se tordit. Tout mon corps me criait de fuir, de sortir de ce bâtiment et de ne jamais revenir. Mais où irais-je? Et si cette chose me suivait où que j'aille? La lumière au-dessus de moi se mit à vaciller, plongeant la pièce dans une alternance oppressante de lumière et d'ombre. Chaque clignotement semblait rapprocher un danger invisible, une menace palpable. Soudain, un grattement se fit entendre. À la porte. Comme si quelqu'un ou quelque chose cherchait à entrer. Le son était faible mais constant, une insistance malveillante. Je ne pouvais plus bouger. Paralysé par la peur, je fixais la porte, priant pour que ce soit juste mon imagination. Le grattement s'arrêta net. Un silence lourd s'installa, me laissant suspendu entre la panique et le soulagement. Mais avant que je puisse reprendre mon souffle, la poignée de la porte tourna lentement. Lentement, comme si quelqu'un prenait tout son temps. Mon cœur battait à tout rompre dans ma poitrine. Je savais qu'il n'y avait personne d'autre dans le commissariat cette nuit-là. Alors, qui était derrière cette porte? Je restai figé, mon regard rivé sur la poignée. Quand elle s'arrêta de tourner, la porte ne s'ouvrit pas. Mais je sentis quelque chose de nouveau dans l'air. Une présence. Elle était là, avec moi, dans cette pièce. Je n'avais jamais été un homme superstitieux, toujours rationnel, ancré dans la réalité. Mais cette nuit-là, tout ce en quoi je croyais s'était effondré. Mon monde, autrefois plein de certitudes, s'était transformé en un cauchemar vivant. Une partie de moi savait que rien ne serait plus jamais pareil. Je pris une dernière décision. Une que je regretterais peut-être pour le reste de ma vie. Je me levai et marchai vers la porte, prêt à affronter ce qui m'attendait de l'autre côté. Parce que, au fond, je savais. Peu importe où je fuyais, peu importe où je me cachais, cette chose me trouverait toujours. Et cette fois, je ne pourrais pas échapper à son sifflement dans l'obscurité. L'homme du sous-sol. C'était une nuit sans lune, l'air lourd, presque suffocant. Mon téléphone vibra sur la table de chevet, me tirant d'un sommeil léger et agité. C'était une alerte pour une enquête. Une maison abandonnée, aux abords de la ville, où les voisins prétendaient entendre des bruits étranges toutes les nuits. Ce genre d'appel, je les connaissais bien. Les histoires de maisons hantées faisaient souvent sourire les agents, moi inclus. Mais cette nuit-là, je sentais que quelque chose n'allait pas. Je pris mon manteau, ma lampe torche, et partis sans un mot. La route vers la maison était déserte. À chaque virage, les phares de ma voiture projetaient des ombres inquiétantes sur les arbres tordus. Une sorte de prémonition s'infiltrait en moi, un malaise grandissant. Pourtant, je me forçais à rester rationnel. Ce n'était qu'une vieille maison. Rien de plus. Quand j'arrivai enfin sur place, je fus frappé par le silence. Pas un seul bruit d'insecte, pas de vent. Juste le silence absolu, comme si l'endroit entier retenait son souffle, attendant quelque chose. Je sortis de la voiture, ma lampe à la main, et approchai de la maison. Les fenêtres, brisées par endroits, semblaient des orbites vides qui me fixaient, et la porte d'entrée, entrebâillée, grinçait légèrement sous l'effet d'un souffle inexistant. Avant même de poser le pied sur le seuil, je sentis une étrange pression dans ma poitrine, comme si un poids invisible tentait de m'empêcher d'entrer. Mais j'étais là pour une mission. J'ouvris la porte en grand. L'intérieur de la maison était encore plus sinistre que je ne l'avais imaginé. L'odeur de moisissure et de renfermé envahissait l'air. Chaque pas que je faisais résonnait contre les murs nus, le plancher craquant sous mes bottes. Il n'y avait rien. Pas un meuble, pas un objet, seulement des traces de vie effacées par le temps. Mais ce qui attira mon attention fut une porte au fond du couloir, légèrement ouverte. Derrière, je pouvais deviner des escaliers. Un sous-sol. Je m'approchai, la gorge serrée. Chaque marche que je descendais semblait m'enfoncer un peu plus dans l'obscurité. Les murs se rapprochaient, comme s'ils tentaient de m'étouffer, et l'air devint plus lourd, presque irrespirable. Une sensation oppressante, viscérale, s'accrochait à moi, comme une main invisible me pressant les poumons. Arrivé en bas, la lampe torche éclaira une pièce froide, humide. Mais ce ne fut pas l'obscurité ni l'odeur qui me frappèrent. Ce furent les murs. Couverts de marques profondes, des griffures, comme si quelqu'un avait tenté, avec une force désespérée, de s'échapper. Chaque entaille semblait raconter une histoire de terreur et de souffrance. Et puis, je vis les mots. « Aide-moi » gravés en lettres tremblantes, ensanglantées, sur la pierre froide.
Le sang, bien que sec, semblait frais, comme si la douleur qu'il avait causée continuait de vivre à travers lui. Mon cœur accéléra, battant si fort que j'avais l'impression que les murs pouvaient l'entendre. Je me retournai brusquement, un bruit avait résonné derrière moi. Quelque chose ou quelqu'un était là. Mais la pièce était vide. Le silence avait repris sa place, mais il était différent, plus pesant, comme s'il cachait quelque chose de malveillant. Et puis, je l'entendis. Une respiration. Profonde. Comme celle d'un être épuisé, luttant pour chaque souffle. Le bruit venait du sol. Mon sang asi glocka. Je m'accroupis, rapprochant ma lampe du sol en terre battue. C'est là que je vis les fissures. De petites crevasses, à peine visibles, mais assez larges pour laisser échapper ce son, ce souffle. Quelqu'un était-il enterré là-dessous? Mon esprit refusait d'accepter cette idée. Comment quelqu'un aurait-il pu survivre là, dans cette obscurité? Pourtant, cette respiration était bien réelle. J'approchai mon oreille du sol, et cette fois, le souffle devint un murmure. « Libère-moi !» Je reculai d'un bond, mon cœur sur le point d'exploser. Ce n'était pas possible. Mon esprit me jouait-il des tours? Ou quelqu'un était réellement là, sous mes pieds, prisonnier, enfermé vivant? Mais pourquoi? Et depuis combien de temps? Une panique sourde commençait à s'emparer de moi, brouillant ma perception de la réalité. Je devais sortir. Mais en montant les marches, un autre bruit retentit, un grattement venant de la porte par laquelle j'étais entré. La porte du sous-sol était fermée. Je ne l'avais pas fermée. Une terreur glaciale me traversa. Quelqu'un était-il dans la maison? Mon instinct me hurlait de m'enfuir, de fuir cet endroit maudit. Mais quelque chose me retenait. Ce murmure, cette demande d'aide. Avais-je le droit de partir et de laisser une âme en détresse derrière moi? Je savais qu'en tant que policier, je ne pouvais pas ignorer cet appel. Je pris une grande inspiration et décidai de fouiller le sous-sol à la recherche d'une solution. Je commençai à examiner les murs, cherchant une trappe, un accès dissimulé. Rien. Chaque mur semblait solide, impénétrable. Pourtant, cette respiration, ce murmure, je savais qu'il y avait quelque chose là-dessous. Je pris mon couteau de service et commençai à gratter la terre à l'endroit où les fissures étaient les plus larges. À chaque coup de lame, la respiration devenait plus forte, plus pressante. Et puis, soudain, la terre céda. Un trou apparut, suffisant pour entrevoir quelque chose. Un morceau de tissu, noirci par le temps. Mon esprit lutta contre la réalité qui se dévoilait sous mes yeux. Quelqu'un, ou quelque chose, avait été enterré ici. Mais ce qui me glaça le sang, c'est que ce tissu, malgré sa décomposition avancée, bougeait légèrement, au rythme d'une respiration lente et régulière. Je reculai, pris de vertige. Comment cela pouvait-il être possible? Une personne enterrée vivante depuis des années? Impossible. C'était insensé. Pourtant, tout ici défiait la logique. La lampe dans ma main commença à vaciller, projetant des ombres mouvantes sur les murs griffés. Et alors, sans prévenir, la respiration s'arrêta. Le silence, profond et lourd, retomba sur la pièce. J'étais seul, ou du moins, je le croyais. Mais avant que je puisse faire un mouvement, la voix reprit. Cette fois, elle était tout autour de moi, dans chaque recoin du sous-sol. Tu m'as trouvé, mais il est trop tard. Un courant glacial traversa la pièce. La porte du sous-sol s'ouvrit brusquement, comme poussée par une force invisible. Je sentis une présence derrière moi, une ombre se mouvant silencieusement. Je ne pouvais plus respirer, la terreur m'enveloppant entièrement. Je savais que je n'aurais jamais dû descendre dans ce sous-sol, que cette maison recelait des secrets qui devaient rester enfouis. Et là, dans l'ombre, je vis une silhouette. Un homme, ou ce qu'il en restait. Son visage déformé par des années d'agonie silencieuse, ses yeux vides, mais remplis d'une haine profonde. Il me fixa. Et soudain, je compris. Ce n'était pas une victime. C'était lui, l'homme du sous-sol. Celui qui avait été piégé ici, et qui, maintenant, attendait de se venger de tous ceux qui oseraient le déranger. Je courus vers les escaliers, mais mes jambes semblaient peser une tonne. Chaque pas était une lutte contre une force invisible qui tentait de m'attirer vers l'obscurité. Derrière moi, le murmure continuait, plus fort, plus menaçant. « Tu ne peux pas fuir, tu es à moi maintenant. » Les murs se resserraient autour de moi. L'air devenait irrespirable. Je sentais une main froide effleurer ma nuque, glacée comme la mort elle-même. Mais je ne me retournais pas. Je savais que si je regardais en arrière, il serait là, prêt à me prendre. Je parvins enfin à sortir du sous-sol, claquant la porte derrière moi. Je courus hors de la maison, l'air frais de la nuit me frappant le visage comme un coup de fouet. Mais même à l'extérieur, je savais que je n'étais pas en sécurité.
Car l'homme du sous-sol, il était avec moi, à jamais. Le cri dans la forêt. Patrouiller sur des routes isolées faisait partie de mon travail. La solitude, l'obscurité et le silence oppressant étaient devenus mes compagnons de longue date. Pourtant, cette nuit-là, alors que je conduisais sur cette route étroite, encadrée par des arbres imposants, quelque chose d'étrange capta mon attention. Un léger clignotement, à peine perceptible au loin. En m'approchant, je réalisai que c'était un véhicule abandonné, ses feux arrière clignotant faiblement, comme un appel au secours silencieux. Je ralentis et me garai derrière la voiture. En sortant de mon véhicule, l'air frais de la nuit m'enveloppa, mais il y avait autre chose. Un malaise. Comme si quelque chose dans l'atmosphère avait changé. Les portières du véhicule étaient grandes ouvertes, battant légèrement sous l'effet d'un vent invisible. Mais ce qui me troubla le plus, ce furent les empreintes. Des traces de pas menaient directement dans la forêt dense, se perdant dans la brume épaisse qui semblait avaler tout ce qui osait s'y aventurer. Je n'avais pas le choix. J'étais là pour ça, non? Prendre soin de ceux qui étaient en danger, découvrir la vérité, peu importe à quel point elle pouvait être effrayante. Alors, je saisis ma lampe torche, resserrai ma ceinture et me dirigeai vers les bois. Chaque pas que je faisais semblait alourdir mes jambes. Le sol, mouillé par l'humidité ambiante, semblait absorber mes pieds, comme si la terre elle-même cherchait à m'engloutir. La forêt paraissait vivante, les arbres tordus formant des silhouettes menaçantes, leurs branches s'étirant dans la brume comme des doigts osseux, prêts à m'attraper. Chaque craquement sous mes bottes résonnait comme une alarme dans ce silence de mort. Au fur et à mesure que j'avançais, la brume s'épaississait, rendant chaque mètre de plus en plus difficile à franchir. Et c'est là que je l'entendis. Un cri. Strident. Désespéré. Il déchira l'air avec une telle violence que j'en eus des frissons. Ce n'était pas un cri ordinaire. C'était un cri de pure terreur, comme si quelqu'un souffrait au-delà de l'imaginable. Je m'arrêtai, le souffle court. Le cri se répercutait encore dans mes oreilles, et pourtant, il y avait quelque chose d'étrange. Il n'y avait aucun écho. C'était comme si le cri s'était noyé dans la brume, aspiré par l'obscurité environnante. Mon instinct me hurlait de faire demi-tour, de fuir cet endroit maudit. Mais quelque chose en moi, peut-être ma conscience professionnelle ou mon sens du devoir, m'obligea à avancer. La lampe torche tremblait dans ma main, projetant des faisceaux de lumière vacillant autour de moi. Les empreintes sur le sol devenaient plus marquées, comme si la personne avait couru. Mais couru de quoi? Ou vers quoi? Chaque pas me rapprochait de l'inconnu, de cette horreur invisible tapie dans l'ombre. Et puis, soudain, ma lampe éclaira un visage. Une femme se tenait là, à quelques mètres devant moi. Ses yeux étaient fixés sur moi, grands ouverts, remplis de peur et d'incompréhension. Mais quelque chose n'allait pas. Il me fallut un moment pour comprendre ce que je voyais. Son visage, il manquait quelque chose d'essentiel. Ses lèvres, sa bouche. Je restais figé, incapable de bouger, incapable de détourner le regard. Comment était-ce possible? Comment pouvait-elle crier sans bouche? Pourtant, le son résonnait encore dans l'air, ce cri perçant qui semblait vibrer dans mes os. Mais ce n'était qu'un silence. Ses yeux, eux, parlaient d'une terreur indicible, mais ses lèvres, il n'y en avait pas. Juste une police, tendue là où une bouche aurait dû se trouver. Je reculai d'un pas, la lampe faiblissant sous mes doigts tremblants. Mon esprit cherchait désespérément une explication rationnelle. Un masque? Une illusion? Mais tout en moi savait que ce n'était rien de tout cela. Cette femme, cette chose, était réelle. Et elle souffrait d'une manière que je ne pouvais même pas imaginer. Je voulus parler, lui demander si elle allait bien, mais aucun son ne sortit de ma gorge. Peut-être que, comme elle, je perdais moi aussi ma voix face à l'horreur qui se déroulait devant moi. Et puis, elle fit un pas en avant. Un seul pas. Mais ce fut suffisant pour que tout mon corps se fige d'effroi. Ce n'était pas seulement la peur. C'était comme si l'air autour de moi s'était épaissi, m'empêchant de bouger, de respirer. Elle leva une main, pointant vers quelque chose derrière moi. Mon cœur se mit à battre plus fort, à un rythme presque douloureux. Je ne voulais pas me retourner. Tout en moi me criait de ne pas regarder. Mais je savais que je devais. Lentement, très lentement, je tournai la tête. La lampe éclaira un espace vide. Rien d'autre que des arbres, des ombres et la brume épaisse. Mais alors que je ramenai mon regard vers la femme, elle n'était plus là. Despair. Comme si elle n'avait jamais existé. Mon esprit vacillait entre la réalité et un cauchemar. Avais-je halluciné? Était-ce une manifestation de la fatigue, du stress? Non. Je savais que ce que j'avais vu était réel. Mais où était-elle allée? Et pourquoi ce cri continuait-il de résonner dans mes oreilles alors qu'elle n'avait même pas de bouche? Je reculai lentement, mes pas devenant hésitants. Il fallait que je quitte cette forêt,
que je retourne sur la route, là où le monde semblait encore avoir un semblant de logique. Mais chaque fois que je me retournais, j'avais l'impression que quelque chose me suivait. Une présence invisible, mais terriblement réelle. Je sentais son souffle glacé dans mon cou, et chaque mouvement de la brume semblait cacher une silhouette qui se déplaçait silencieusement derrière moi. Et puis, je l'entendis à nouveau. Le cri. Mais cette fois-ci, il venait de devant moi, pas derrière. Comment était-ce possible? Je tournais la lampe dans toutes les directions, mais il n'y avait rien, juste ce voile blanc qui m'aveuglait, qui m'étouffait. Je commençais à courir, sans réfléchir, sans savoir où j'allais. Mes pieds glissaient sur la terre humide, et je trébuchais à plusieurs reprises, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Le cri, ce cri infernal, semblait me pourchasser, se rapprochant à chaque seconde. Chaque pas que je faisais semblait m'éloigner davantage de la réalité. La forêt devenait un labyrinthe sans fin, ces arbres se resserrant autour de moi comme les barreaux d'une cage. Et puis, je les vis. D'autres empreintes. Non pas celles que j'avais suivies, mais de nouvelles, fraîches, se dirigeant dans la direction opposée. Quelqu'un d'autre était-il ici? Où était-ce elle, la femme sans bouche, qui m'entraînait plus profondément dans ce cauchemar? Je m'arrêtai un instant, tentant de reprendre mon souffle. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. Mais alors que je reprenais mes esprits, je sentis quelque chose effleurer ma jambe. Un mouvement, furtif, à peine perceptible. Je baissai les yeux. C'était une main. Une main qui émergeait du sol, comme si la terre elle-même donnait naissance à une créature tordue et affamée. Je reculai d'un bond, terrorisé, mais la main continuait à sortir, suivie d'un bras, puis d'une tête. C'était elle. La femme. Elle rampait hors du sol, ses yeux toujours fixés sur moi, toujours remplis de cette même terreur silencieuse. Mais cette fois, quelque chose avait changé. Son visage. Là où il n'y avait qu'une peau lisse, une bouche commençait à apparaître. D'abord une petite ouverture, puis un large sourire grotesque, déchirant littéralement son visage. Et elle commença à parler, mais pas avec des mots. Ce fut un autre cri, encore plus perçant, plus inhumain. Un cri qui semblait provenir des tréfonds de l'enfer. Je savais à cet instant que je devais fuir. Mais mes jambes refusaient de bouger. J'étais pris au piège, face à cette horreur sans nom. Je fermai les yeux, espérant que tout cela disparaîtrait, que je me réveillerais. Mais le cri s'intensifia, me déchirant de l'intérieur. Quand j'ouvris enfin les yeux, elle était là, juste devant moi. Son visage déformé, sa bouche béante. Et puis, tout devint noir. Je me réveillai au bord de la route, à côté de mon véhicule. La forêt derrière moi était calme, silencieuse. Il n'y avait aucune trace de la femme, ni des empreintes. Tout cela n'avait-il été qu'un cauchemar? Mais alors que je me relevais, je sentis une présence. Quelque chose d'invisible me suivait encore, et au fond de la forêt, j'entendis ce même cri, faible, mais persistant. La nuit de l'enfant dans la forêt. Il était tard ce soir-là, le genre de nuit où l'air glacé semblait geler mes pensées. Les routes étaient désertes, couvertes d'une fine couche de givre, et seul le bruit de mes essuie-glaces rompait le silence assourdissant. Mon téléphone grésilla soudainement, brisant l'atmosphère oppressante. J'avais reçu un appel pour un accident de la route. Un piéton aurait été renversé dans un virage étroit en dehors de la ville. Les détails étaient flous, mais un corps aurait été aperçu sur le bord de la chaussée. Mon cœur s'accéléra. L'idée de retrouver un corps sans vie dans le froid glacial me terrifiait, mais c'était mon travail, et il fallait que je m'y rende. La route menant au lieu de l'accident était longue et sinueuse, bordée de forêts épaisses dont les branches semblaient s'étendre comme des doigts menaçants dans la nuit noire. Chaque virage devenait un défi avec la chaussée verglacée, et je priais intérieurement pour que ce signalement ne soit qu'une fausse alerte. Arrivé sur place, je coupai le moteur et sortis lentement de ma voiture, la lampe torche à la main. Le silence était lourd, presque tangible, comme si la nature elle-même retenait son souffle. Mais étrangement, il n'y avait aucun signe de l'accident. Aucun corps. Rien, juste la route vide qui s'étendait dans l'obscurité. Alors que je balayais le faisceau de lumière autour de moi, mon regard fut attiré par quelque chose allongé à quelques mètres de là, juste au bord de la route. Mon cœur fit un bond dans ma poitrine. C'était une silhouette allongée sur le sol. Je m'approchai, m'attendant à trouver le corps signalé. Mais en m'accroupissant, la surprise me frappa de plein fouet, ce n'était pas un corps humain. C'était une vieille poupée, usée par le temps, sa robe blanche tachée de boue et de terre. Elle avait l'air abandonnée, comme si elle avait été laissée là depuis des années. Pourtant, quelque chose me dérangeait profondément. Ses yeux, bien que de verre, semblaient me fixer, me transperçant de leur regard vide. Je frissonnai malgré moi et me redressai. Comment une simple poupée pouvait-elle me mettre aussi mal à l'aise?
Alors que je tentais de comprendre ce qui se passait, un bruit léger, presque imperceptible, attira mon attention. Un froissement dans les arbres. Monsangasi Glocka. Je pivotai brusquement, dirigeant ma lampe torche vers la forêt, mais tout ce que je voyais, c'étaient les arbres, immobiles sous le vent glacial. C'est alors que je la visse. Sortant lentement de l'ombre, une silhouette frêle apparut entre les troncs d'arbres. C'était une petite fille, vêtue d'une robe blanche, ses cheveux en désordre, tombant en mèches sombres autour de son visage pâle. Elle marchait lentement, presque flottant entre les arbres, et ses yeux noirs étaient fixés sur moi avec une intensité troublante. Mon souffle s'arrêta. Il y avait quelque chose de profondément anormal chez elle, quelque chose qui ne collait pas avec la réalité. Je voulus parler, lui demander si elle allait bien, mais ma voix restait coincée dans ma gorge. Elle s'arrêta à quelques mètres de moi, ses pieds nus touchant à peine le sol. « Tu m'as trouvé » murmura-t-elle, sa voix douce et éthérée, comme si elle provenait de loin, de très loin. Mon cœur battait à tout rompre. Que voulait-elle dire par « tu m'as trouvé » ? Avant que je puisse répondre, elle tourna sur elle-même, et en un clin d'œil, elle disparut entre les arbres, engloutie par l'obscurité. Je restai figé un instant, incapable de comprendre ce que je venais de voir. Était-ce un cauchemar ? Une hallucination causée par la fatigue ? Mais alors que je tentais de me reprendre, mon regard se posa à nouveau sur la route. La Poupée. Elle avait bougé. Elle était maintenant beaucoup plus proche de moi, presque à mes pieds. Comment cela était-il possible ? Je l'avais laissée bien plus loin, et il n'y avait personne d'autre ici. Un frisson glacé parcourut mon échine. Cette chose inerte ne pouvait pas se déplacer toute seule, n'est-ce pas ? Pourtant, là, devant moi, elle semblait m'attendre, comme un avertissement silencieux. Je reculai, pris d'une peur viscérale. L'air semblait devenir plus lourd autour de moi, et l'obscurité, plus oppressante. Cette petite fille, cette poupée, qui était-elle ? Et pourquoi avais-je l'impression que tout cela n'était que le début d'un cauchemar bien plus grand ? Je retournai précipitamment à ma voiture, mon esprit tourbillonnant de questions sans réponse. Alors que je m'asseyais, je réalisai que mes mains tremblaient. Respirant profondément, j'essayais de rationaliser ce qui venait de se passer. Une illusion d'optique ? La fatigue ? Peut-être que mon esprit me jouait des tours. Après tout, il était tard, et la solitude de la route pouvait faire perdre pied à n'importe qui. Mais alors que je m'apprêtais à démarrer, un mouvement attira mon attention dans le rétroviseur. Je sentis mon cœur se serrer. La petite fille. Elle était là, debout au milieu de la route, me fixant à nouveau avec ses yeux noirs insondables. Son regard me transperça, me paralysant sur place. Elle ne bougeait pas, mais son simple regard me communiquait une terreur que je n'avais jamais ressentie auparavant. « Pourquoi es-tu ici » murmurai-je à moi-même, sans vraiment espérer de réponse. Pourtant, une pensée s'insinua dans mon esprit, comme si elle venait d'ailleurs. Cette enfant, elle n'était pas vivante. Elle ne pouvait pas l'être. Mais alors, pourquoi continuait-elle à apparaître devant moi ? Était-elle le fantôme d'un accident passé ? Une victime oubliée, piégée entre deux mondes ? Je secouai la tête, tentant de chasser ces pensées irrationnelles. Je devais partir, m'éloigner de cet endroit. Mais alors que je posai ma main sur le levier de vitesse, un grincement déchira le silence. Le bruit provenait de l'extérieur, juste à côté de la voiture. Je tournai lentement la tête, mon souffle court. La Poupée. Elle était maintenant assise contre la portière de la voiture, son visage de porcelaine tourné vers moi, ses yeux de verre brillants dans l'obscurité. C'était impossible. Comment pouvait-elle être là ? Je la laissai derrière, loin sur la route. Quelque chose de profondément anormal se déroulait ici, et je savais que rester plus longtemps ne ferait qu'aggraver la situation. Tremblant, je démarrai le moteur, prêt à partir à toute vitesse. Mais alors que je m'apprêtais à accélérer, la petite fille apparut à nouveau. Cette fois-ci, elle était juste devant le capot, ses yeux fixant les miens à travers le pare-brise. Je freinai brusquement, le cœur battant à tout rompre. Elle ne bougea pas, ne fit aucun signe, mais son visage portait une expression que je n'oublierai jamais. Un mélange de tristesse et de reproche. « Pourquoi me laisses-tu » murmura-t-elle, ces mots se répercutant dans mon esprit comme un écho lointain. Je ne pouvais plus bouger. Mon corps refusait d'obéir, comme si quelque force invisible m'empêchait de la quitter. Chaque fibre de mon être me hurlait de fuir, mais quelque chose de plus fort me maintenait ancré sur place. Et puis, tout à coup, elle disparut à nouveau, se fondant dans l'obscurité comme une ombre. Mais cette fois, la peur que je ressentais ne s'évanouit pas avec elle. Elle s'intensifia. J'avais l'impression que, où que je regarde, elle serait là, me guettant, prête à réapparaître au moment où je m'y attendrais le moins. Je mis la voiture en marche arrière, prêt à partir à toute allure.
Mais avant que je ne puisse accélérer, un dernier détail attira mon attention. Sur le siège passager, là où il n'y avait rien quelques instants plus tôt, reposait la vieille poupée. Immobile, mais étrangement vivante. Je sentis une main glacée se poser sur mon épaule. Je n'eus pas le courage de me retourner. Le rapport jamais écrit. C'était une de ces journées grises et monotones où le temps semblait s'étirer à l'infini. Le genre de journée où l'on cherche désespérément quelque chose à faire pour occuper l'esprit. Assis dans le coin reculé du commissariat, je m'étais résigné à fouiller dans les archives, espérant trouver un vieux dossier qui pourrait au moins m'apporter un semblant de distraction. J'avais déjà parcouru une pile de dossiers non résolus, certains vieux de plusieurs décennies. Rien d'extraordinaire. Des crimes ordinaires, des enquêtes bâclées, des suspects jamais attrapés. Un défilé de mystères oubliés. C'est alors que mes yeux tombèrent sur une vieille chemise en carton, usée par le temps, coincée au fond du tiroir. Le nom écrit à la main dessus me fit frémir. C'était le mien. Dupuis. Mon propre nom, griffonné à l'encre noire et tremblante, comme si la personne qui l'avait inscrit était pressée, ou pire, effrayée. Je sentis mon cœur se serrer, une étrange sensation d'angoisse envahissant tout mon corps. Pourquoi mon nom se trouvait-il sur un dossier? Je n'avais jamais ouvert ce cas, jamais entendu parler d'une affaire qui me concernait directement. Curieux, mais avec une certaine appréhension, je tirai la chemise du tiroir. Elle était plus lourde que prévu. À l'intérieur, des photos en noir et blanc, floues et mal développées, tombaient sur le bureau. Mon souffle se coupa. Les images me semblaient familières, trop familières. Les victimes sur les photos étaient des hommes. Des visages déformés par la peur et la douleur, figés dans la mort. Je n'en reconnaissais aucun au premier regard, mais une sensation de malaise s'insinua en moi. Quelque chose dans ces images me parlait, comme un souvenir enfoui au fond de ma mémoire. Mon cœur battait de plus en plus vite. Puis, je tournai une page et la vérité me frappa comme un coup de poing. C'était moi. L'un des cadavres sur les photos, allongé dans la ruelle sombre, la gorge tranchée, le regard vitreux, c'était mon propre visage. Le monde sembla vaciller autour de moi. Mon souffle devint court, et je sentis la chair de poule envahir mes bras. Comment cela pouvait-il être possible? Je suis vivant, je suis ici, à ce bureau, en train de tenir ces photos entre mes mains. Alors comment pouvais-je être mort sur ces clichés? Pris de panique, je jetai les photos sur la table, comme si les toucher plus longtemps allait sceller mon destin. Mais l'envie de comprendre me dévorait. Je savais que je ne devais pas, mais je ne pouvais pas m'en empêcher. Je continuais de feuilleter le dossier. Chaque page me plongeait un peu plus dans l'horreur. Des rapports d'enquête, détaillant minutieusement une affaire que je n'avais jamais menée. Les descriptions étaient précises, la date, le lieu de ma mort, les circonstances exactes. Il était écrit que j'avais été tué durant une patrouille nocturne, seul dans les rues désertes de la ville. C'était une coïncidence troublante, car cette nuit-là, j'étais effectivement assigné à une patrouille de nuit. Le froid s'empara de moi. Le dossier semblait décrire mon avenir, comme un avertissement sinistre. Un frisson glacé parcourut mon échine. À la dernière page, un rapport manuscrit, griffonné à la hâte, acheva de me terrifier. C'est ce qui arrive à ceux qui creusent trop profondément dans l'inconnu. Sois prêt, le prochain appel sera le dernier. Mon cœur fit un bond. Je pouvais presque entendre l'écho de ces mots résonner dans mon esprit. Je tournai nerveusement la tête vers la radio de la patrouille, comme si elle allait soudainement grésiller et confirmer mes pires craintes. Soudain, un son strident fendit l'air. Mon radioémetteur s'alluma, émettant des grésillements inquiétants. Mes mains tremblaient tandis que je portais l'appareil à mon oreille. Une voix crépita à travers les interférences, m'annonçant un nouvel appel pour une patrouille nocturne. Le lieu mentionné, c'était exactement celui décrit dans le rapport. Tout correspondait. Chaque détail. Je laissai tomber l'émetteur sur le bureau, mes mains moites glissant contre le bois froid. Était-ce une mise en scène tordue? Un canular de très mauvais goût? Mais personne dans le commissariat ne connaissait mon programme de patrouille pour cette nuit. Et surtout, qui aurait pu rédiger ce rapport macabre? Je sortis du commissariat, l'air glacial de la nuit me giflant le visage, mais cela ne me réveilla pas de ce cauchemar éveillé. Ma voiture de patrouille était garée juste là, son moteur tournant au ralenti comme si elle m'attendait. Chaque fibre de mon corps me criait de fuir, de rentrer chez moi, de me mettre à l'abri. Mais une force invisible me poussait à continuer. J'avais besoin de réponses. Devais savoir ce qui se passait réellement, même si cela me coûtait la vie. Je montai dans la voiture, la radio toujours grésillante, émettant des bruits indistincts, presque comme des murmures. Je m'engageai sur la route sombre, les phares déchirant la nuit sans parvenir à percer l'épaisse brume qui semblait se densifier à chaque kilomètre.
Mes mains se crispaient sur le volant, mes pensées tourbillonnant autour des mêmes questions. Était-ce un avertissement? Un piège? Ou pire, un destin inévitable? La rue mentionnée dans le rapport était au bout de la ville, un quartier désaffecté que même les criminels évitaient. À mesure que je m'approchais, mon cœur battait de plus en plus vite. L'atmosphère était oppressante, presque suffocante, comme si la nuit elle-même essayait de me repousser. Je me garai devant un immeuble en ruine, exactement comme décrit dans le dossier. Le silence environnant était assourdissant. Aucun vent, aucun bruit. Même les grillons, habituellement omniprésents, semblaient s'être tus. Je restai un instant assis dans la voiture, la gorge serrée, hésitant à sortir. Et si tout cela était vrai? Et si je marchais vers ma propre mort, comme ces photos le prédisaient? Mon esprit voulait fuir, mais mon corps se mouvait comme sous une emprise étrangère. J'ouvris la portière. Je descendis lentement de la voiture, la lumière des phares dessinant des ombres fantomatiques sur les murs délabrés. Chaque pas résonnait dans la rue déserte, amplifié par le silence écrasant. J'avais l'impression d'être observé, mais il n'y avait personne, du moins à première vue. Je sortis ma lampe torche, balayant les alentours avec précaution. Rien. Juste cette étrange sensation d'être suivi. Je m'avançai vers l'immeuble, mon cœur battant à tout rompre, mes pieds lourds comme du plomb. La porte d'entrée, autrefois solide, pendait maintenant sur ses gonds, prête à céder. J'entrai, l'obscurité engloutissant chaque centimètre de lumière derrière moi. À l'intérieur, l'air était froid, presque glacé, malgré la chaleur étouffante de la nuit à l'extérieur. Le bâtiment semblait figé dans le temps, les murs couverts de graffitis, les fenêtres brisées laissant entrer de faibles courants d'air qui produisaient un sifflement sinistre. Mon souffle était court, et je sentais la sueur perler sur mon front, mélange d'anxiété et de peur viscérale. Je continuais d'avancer, la lampe torche tremblant légèrement dans ma main. Chaque pas semblait m'emmener plus profondément dans ce cauchemar. Je traversais un couloir, l'écho de mes pas amplifié par le vide. Puis, soudain, un bruit derrière moi. Un léger raclement. Je me retournai brusquement, la lampe balayant la pièce, mais il n'y avait rien. Je m'apprêtais à reprendre mon souffle quand, au fond du couloir, je le vis. Une silhouette. Immobile. Elle se tenait là, dans l'ombre, trop loin pour que je distingue des détails. Monsangasi Glocka. Mon instinct me criait de fuir, mais mes pieds restèrent ancrés au sol, incapables de bouger. La silhouette ne bougeait pas non plus. Un face-à-face silencieux, aussi oppressant que le poids de l'air autour de moi. Puis, sans prévenir, elle avança. Lentement, mais avec une détermination implacable. Mon cœur battait à tout rompre, mon esprit cherchant désespérément une issue. Mais avant que je puisse réagir, la silhouette s'effaça dans l'obscurité, disparaissant aussi rapidement qu'elle était apparue. Mes mains tremblaient alors que je pointais la lampe torche dans la direction où elle s'était tenue, mais il n'y avait plus rien. Seul le silence régnait à nouveau, lourd et menaçant. Je me forçais à avancer, ma respiration devenant de plus en plus erratique. Je devais comprendre. J'arrivais à une petite pièce au fond du bâtiment. La porte était entrebâillée, un faible courant d'air en sortait, apportant avec lui une odeur de moisissure et de renfermé. Je poussai la porte avec appréhension, et ce que je vis à l'intérieur me figea sur place. Sur une vieille table, au centre de la pièce, il y avait un dossier. Un dossier identique à celui que j'avais trouvé dans les archives du commissariat. Mes jambes faillirent céder sous moi, mais je me forçai à m'approcher. Le dossier portait une étiquette, Dupuis. Mon nom. Encore une fois. Tremblant, je l'ouvris. À l'intérieur, des photos. Les mêmes photos que j'avais vues plus tôt. Mon corps, gisant dans une ruelle, mort, la gorge tranchée. Et, au bas de la pile, une nouvelle photo. Une que je n'avais jamais vue avant. Mon visage, mais cette fois, mes yeux étaient grands ouverts, remplis d'une terreur indicible. Mon visage était déformé par une grimace de peur, comme si j'avais vu quelque chose d'inimaginable. Sous la photo, un simple message, écrit à la main, « C'est pour ce soir ». Mes jambes se dérobèrent et je tombai à genoux. Tout mon corps tremblait, et l'air semblait se raréfier autour de moi. Je compris alors ce que cela signifiait. Ce n'était pas un avertissement. C'était une prophétie. Mon destin avait été scellé la minute où j'avais ouvert ce fichu dossier. Le grésillement de la radio me fit sursauter. Une voix indistincte résonna dans la pièce, suivie de bruits parasites. Puis, des mots clairs percèrent l'atmosphère étouffante, « Il est trop tard, Dupuis ». Je ne pouvais plus respirer. J'entendis des pas, lents, lourds, se rapprochant de moi. Mon corps refusait de bouger, paralysé par une terreur que je n'avais jamais connue auparavant. Les pas s'arrêtèrent juste derrière moi. Je sentis une présence, froide et menaçante, pesant sur mes épaules.
Je savais que c'était la fin. Mon propre rapport n'avait jamais été écrit parce que je ne devais jamais en sortir vivant. La prison du temps. Je me souviens encore du jour où tout a commencé. Une simple mission, rien de plus. Une vieille prison désaffectée, un lieu que les gens évitaient comme la peste. Les rumeurs parlaient de bruits étranges, de chaînes qui traînaient, et de murmures qui résonnaient dans les couloirs vides. Mais en tant qu'enquêteur, je ne pouvais ignorer ces appels. L'air à l'intérieur était épais, chargé d'une humidité glaciale qui semblait s'infiltrer jusque dans mes os. Mes pas résonnaient sur les pavés usés, et chaque écho semblait vouloir me rappeler que je n'étais pas seul. Les murs, recouverts de graffitis et de moisissures, me semblaient être des spectres qui murmuraient des secrets anciens. Les horloges suspendues dans le hall d'entrée étaient toutes arrêtées, leurs aiguilles figées à minuit. C'était comme si le temps s'était suspendu ici, refusant d'avancer, d'oublier les horreurs passées. Je pouvais entendre des voix lointaines, des échos d'une époque révolue, mais leurs murmures restaient indistincts. Je m'avançais lentement vers les cellules. Chacune d'entre elles semblait raconter une histoire de détresse et de désespoir. En passant devant une cellule en particulier, quelque chose attira mon regard. À l'intérieur, un homme était assis sur le lit, vêtu d'un uniforme de policier. Sa présence était si inattendue qu'elle me fit vaciller sur mes pieds. L'homme était pâle, son visage dénué d'expression, comme une statue de marbre. Ses yeux, cependant, étaient les plus perturbants. Il me fixait avec une intensité troublante. Je me frottais les yeux, espérant que je rêvais, mais non, l'homme était toujours là, immobile. Je m'approchai prudemment, ma lampe torche balayant la pièce sombre. Le silence était oppressant, seulement brisé par le tic-tac imaginaire des horloges qui avaient cessé de fonctionner. Lorsqu'enfin j'arrivai à sa hauteur, il me lança un sourire lent, déstabilisant. C'était un sourire à la fois amical et terrifiant. « Tu es déjà venu ici, n'est-ce pas ?» dit-il d'une voix qui était étrangement la mienne. Je reculai brusquement, le cœur battant à tout rompre. « Comment pouvez-vous parler avec ma voix? Qui êtes-vous » Il ne répondit pas immédiatement. À la place, il se leva lentement, se dirigeant vers les barreaux. Son mouvement était fluide, presque comme s'il flottait. « Tu as oublié, mais je ne l'ai pas fait. Nous sommes prisonniers de ce lieu, condamnés à répéter les mêmes erreurs encore et encore. » Ces mots étaient comme des aiguilles piquant ma peau. Je savais que ce n'était pas possible, que ce devait être une hallucination, mais chaque fibre de mon être me criait le contraire. Le décor autour de moi semblait se déformer, les murs ondulants comme des vagues en furie. Non, c'est impossible. Je suis ici pour une enquête, rien de plus. Il me fixa intensement. Cette enquête est un piège. Tu es déjà mort ici, tu es juste trop tard pour le comprendre. Les murs de la cellule semblaient se refermer sur moi. Je pouvais sentir une présence, une force invisible qui m'enserrait. Je tentais de reculer, mais mes pieds semblaient collés au sol. Un froid glacial envahit mes membres, rendant chaque mouvement douloureux. Comment cela pourrait-il être vrai? Demandai-je, presque suppliant. Qu'est-ce que vous voulez de moi? Il s'approcha encore, son sourire ne s'estompant jamais. Nous sommes tous prisonniers du temps, de nos propres erreurs. Le passé ne meurt jamais vraiment ici. Il attend, prêt à reprendre ses droits. Je sentis une panique croissante en moi. Comment puis-je m'échapper? Tu ne peux pas, murmura-t-il, sa voix se perdant dans le silence oppressant. Parce que tant que le temps est figé, nous sommes condamnés à revivre ce moment encore et encore. Il me tendit un vieux document usé. Lis cela. Salati Rapalera. Je pris le document, tremblant. À mesure que je l'ouvrais, je vis mon propre nom inscrit en haut de la première page. Le cœur battant à tout rompre, je lus les mots écrits, le rapport de la mort de l'enquêteur. Les détails étaient horrifiants, décrivant ma propre mort en détail, durant une nuit de patrouille dans cette même prison. La dernière ligne du rapport me fit frissonner, « Méfie-toi du prochain appel. » Soudain, le radio de ma voiture crépita. Une voix familière annonça un appel pour une patrouille nocturne dans la vieille prison. Mon sang se glaça. C'était exactement ce qui était écrit dans le rapport. Je savais ce que cela signifiait. La prochaine mission serait ma dernière. Les mots du détenu résonnaient dans ma tête alors que je me dirigeais vers la sortie. Mais à chaque pas, le couloir semblait s'étirer, le temps se déformant autour de moi. Était-ce déjà trop tard? La porte se referma-t-elle définitivement derrière moi? Je regardai le document une dernière fois. La voix dans mon oreille semblait s'éteindre, emportée par le vent glacial. J'étais prisonnier de ce lieu, condamné à revivre ce cauchemar. Le silence environnant se transforma en un hurlement assourdissant. Et dans la noirceur, je me rendis compte que le temps n'était pas un allié, mais un ennemi. La prison était mon éternité,
et l'heure de ma rédemption n'arriverait jamais. La mort qui m'être suivait. La nuit était tombée comme un voile lourd et silencieux, enveloppant la ville d'un manteau d'obscurité presque palpable. Mon téléphone sonna, brisant le silence avec une urgence glaciale, un accident de voiture sur une route déserte. Les détails étaient vagues, mais les urgences ne laissaient jamais de place à l'incertitude. Il fallait que j'y aille. Arrivé sur les lieux, je découvris une voiture abandonnée sur le bord de la route. Le véhicule était en mauvais état, mais le conducteur, un homme d'âge moyen, semblait indemne. Ses yeux étaient écarquillés, l'angoisse se lisait clairement sur son visage. C'était comme s'il voyait quelque chose que personne d'autre ne pouvait percevoir. Son regard était fixe, comme celui d'un homme qui avait vu l'abîme et en était revenu, ou plutôt, n'en était jamais revenu. « Elle ne me laisse pas en paix », murmura-t-il, ses mots sortant comme un souffle glacé dans l'air nocturne. « La mort, elle me suit. » Au début, je pensais qu'il était simplement perturbé, pris par une peur irrationnelle. Mais l'atmosphère semblait chargée de quelque chose d'inexplicable. Je décidai de fouiller un peu plus. Nous étions seuls sur cette route déserte, l'obscurité s'étendant à perte de vue. Le vent soufflait doucement, faisant craquer les branches des arbres comme si la forêt elle-même était en alerte. Alors que j'osais m'approcher de la voiture, quelque chose attira mon attention, le rétroviseur intérieur. Il était mal orienté, offrant un reflet déformé de l'intérieur du véhicule. J'essayais de le régler, et c'est là que je le visse. Une silhouette encapuchonnée se tenait juste derrière le conducteur, son visage caché dans l'ombre. Mon cœur fit un bond. Je me retournai rapidement pour vérifier si quelqu'un d'autre était là, mais il n'y avait rien. Le conducteur était toujours là, regardant fixement devant lui, les mains tremblantes sur ses genoux. Une vague de malaise me submergea. Je me tournai de nouveau vers le rétroviseur, et la silhouette semblait s'être rapprochée, se détachant lentement des ténèbres. Mon instinct me cria de partir, mais quelque chose manquant sur place. Peut-être était-ce la curiosité, ou le besoin de comprendre ce que je voyais. Le conducteur, voyant mon agitation, murmura d'une voix presque inaudible, « Je ne peux pas fuir, elle est partout où je vais. Elle m'a suivi ici. » Je sentis une sueur froide couler le long de mon dos. La silhouette encapuchonnée dans le rétroviseur était maintenant très proche, et je pouvais presque sentir son souffle glacé. En me penchant pour voir mieux, j'aperçus un reflet de moi-même dans le miroir, une réflexion qui montrait la figure encapuchonnée juste derrière moi. Je me retournai vivement, mais encore une fois, il n'y avait rien. Pourtant, dans le rétroviseur, la silhouette s'approchait toujours plus près, son ombre se déformant comme un serpent enroulé. Chaque fibre de mon être se mettait en alerte. La peur me serrait le cœur comme une étreinte glaciale. « Pourquoi vous ne partez pas ?» demandai-je au conducteur, essayant de calmer ma voix qui tremblait. « Que se passe-t-il réellement ?» Il leva les yeux vers moi, son visage marqué par une terreur profonde. « Elle est toujours là. Elle me suit à chaque pas que je fais. Je ne peux pas échapper à son ombre. » La voix du conducteur était une supplication désespérée. Je regardais autour de moi, cherchant des signes de cette présence invisible. Les arbres semblaient s'effondrer sous le poids d'une terreur silencieuse, et la route déserte s'étendait comme un tunnel sans fin. Chaque ombre semblait se mouvoir avec une vie propre, et chaque brise portait des murmures incompréhensibles. Tout à coup, la lumière des phares d'une autre voiture apparut au loin, se dirigeant lentement vers nous. Un sentiment de soulagement temporaire m'envahit, pensant que nous serions enfin secourus de cette situation étrange. Mais alors que la voiture se rapprochait, je vis quelque chose qui me fit glacer de terreur. Les phares révélèrent la silhouette encapuchonnée, se tenant juste derrière nous, comme si elle était toujours là, attendant patiemment. Je tournai la tête pour avertir le conducteur, mais lorsqu'il leva les yeux, je vis que son regard était maintenant vide, comme s'il était devenu une coquille sans âme. Le véhicule approchant s'arrêta à côté de nous, et un collègue de la patrouille sortit. Il avait l'air aussi perplexe que moi, ne comprenant pas l'étendue de l'angoisse qui se dégageait de la scène. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda-t-il, la voix pleine de confusion. Je me retournai pour répondre, mais le conducteur était maintenant complètement absent, son corps à peine perceptible, comme s'il s'était évanoui dans les ombres. La silhouette encapuchonnée était disparue, laissant derrière elle un silence lourd et oppressant. « Rien, répondis-je, ma voix vacillante. Il n'y a personne ici. Peut-être que c'est juste notre imagination. » Mon collègue sembla accepter cette explication, bien que ses yeux trahissent un doute. Nous inspectâmes la zone, mais nous ne trouvâmes aucune trace de l'homme ni de la silhouette. Tout semblait normal, et je me demandais si tout cela n'était qu'une illusion créée par la peur et l'obscurité. Mais alors que nous nous éloignions, une pensée glaçante s'insinua dans mon esprit. Et si la mort qui avait suivi le conducteur ne m'avait pas quitté? Et si elle était maintenant derrière moi, prête à me suivre,
tout comme elle avait suivi cet homme jusqu'au bord de l'abîme? Je regardais dans le rétroviseur de ma voiture. Rien n'y était visible, seulement le reflet de la route déserte derrière moi. Mais chaque ombre, chaque mouvement furtif, me rappelait que quelque chose d'indéfini et de sinistre pouvait toujours être là, juste au bord de la perception. Je compris alors que peut-être, cette nuit-là, la mort ne m'avait pas seulement suivi. Peut-être qu'elle ne me quitterait jamais vraiment, attendant patiemment dans l'obscurité, prête à frapper quand je m'y attendrais le moins. Le billet du tueur. La soirée était tombée, et l'air frais portait une odeur d'angoisse tandis que je sortais du commissariat après une longue journée d'enquête. Le meurtre était brutal, la scène du crime marquée par une violence inouïe. Mes collègues et moi avions trouvé un billet étrange à côté du corps, un simple morceau de papier qui semblait détonner avec l'horreur environnante. Vous êtes le prochain. Le message était terrifiant et précis, son contenu suffisant pour faire trembler même les âmes les plus endurcies. Mes mains avaient tremblé en tenant le billet, une sueur froide s'étant répandue sur mon front. Les mots résonnaient dans ma tête comme une sinistre mélodie. Qui était l'auteur de cette menace? Et pourquoi m'avait-il spécifiquement visé? Les jours passèrent dans une tension constante. La menace avait l'air si personnelle, si ciblée, que chaque moment semblait être une attente silencieuse, un préambule au malheur imminent. Puis, 2 jours après avoir trouvé le billet, je rentrais chez moi après une journée de travail intense. La soirée était noire et silencieuse, et chaque ombre semblait prendre des formes inquiétantes à mesure que je montais les escaliers de mon appartement. Une fois à l'intérieur, je remarquai une lettre posée sur le paillasson. Aucune étiquette, aucun signe indiquant l'expéditeur, juste une enveloppe brune, usée par le temps. Mon cœur battait la chamade alors que je l'ouvrais, chaque mouvement semblant étirer les secondes en une éternité. À l'intérieur, le même message était écrit, cette fois sur du papier encore plus usé, vous êtes le prochain. Je cherchais une explication rationnelle. Peut-être une coïncidence? Peut-être une blague sinistre de quelqu'un qui connaissait l'enquête. Mais la peur s'était immiscée dans chaque recoin de mon esprit, rendant mes réflexions de plus en plus paranoïaques. J'avais vérifié les caméras de sécurité de mon immeuble, mais elles montraient que personne n'avait déposé la lettre. Aucun signe de présence, aucun mouvement suspect. Le malaise grandit lorsque je réalisai que, malgré la menace, personne autour de moi ne semblait remarquer la présence d'un étranger menaçant. La vie continuait comme si rien n'était arrivé, et chaque visage que je croisais avait l'air d'être étrangement indifférent à ma détresse croissante. La nuit suivante, alors que je tentais de dormir, un bruit sourd me fit sursauter. Le silence qui suivit était oppressant. Je me levai, pris ma lampe de poche, et explorai chaque pièce de mon appartement avec une attention paranoïaque. Le bruit semblait venir de la pièce voisine, mais tout était calme, presque trop calme. Je revins dans mon salon, où un grand miroir décorait le mur. Je le regardai, cherchant à calmer ma nervosité en observant mon propre reflet. Mais ce que je vis me fit blêmir. Mon reflet semblait se déformer, les traits de mon visage se transformant lentement en ceux d'un homme que je ne reconnaissais pas. Les yeux de l'homme dans le miroir étaient perçants, empreints d'une froideur malveillante. Il semblait m'observer, se moquant de ma terreur. Je tournai brusquement la tête, cherchant la source de la perturbation, mais il n'y avait personne derrière moi. Mon cœur battait si fort que je pouvais presque l'entendre dans mes oreilles. Je revins face au miroir, et le visage dans le reflet était toujours là pour me fixer, comme une ombre vivante. Des gouttes de sueur se formèrent sur mon front alors que je regardais la silhouette dans le miroir. La terreur se transformait en une douleur aiguë dans ma poitrine. Et puis, sans prévenir, la lumière de la pièce clignota, plongeant la pièce dans l'obscurité pendant un bref instant. Quand la lumière revint, le reflet avait disparu. Mon propre visage était de nouveau visible, mais l'empreinte du regard inquiétant persistait dans ma mémoire. Les jours suivants, la menace semblait s'intensifier. Chaque mouvement, chaque bruit semblait être des signes d'une présence invisible. Le sentiment d'être observé était constant, presque suffocant. Je vérifiais encore et encore les caméras, les témoins et les possibles suspects, mais aucune trace de ce qui semblait être un fantôme sinistre. Une nuit, je décidai de prendre des mesures extrêmes. Je restai éveillé, surveillant chaque coin de mon appartement avec une vigilance accrue. La peur était devenue une constante, une compagne silencieuse qui m'accompagnait à chaque instant. La seule chose qui semblait changer était mon état d'anxiété, qui atteignait des sommets de plus en plus vertigineux. Alors que les heures passaient, un léger froissement attira mon attention. Je me retournai rapidement, scrutant la pièce. Il n'y avait rien à voir, seulement des ombres qui dansaient au coin de la pièce. Mon esprit se jouait-il de moi, ou quelque chose se cachait-il réellement dans les recoins de mon appartement? Soudainement, une brise glaciale souffla dans la pièce, faisant claquer les fenêtres. Les murs semblaient vibrer légèrement,
comme si quelque chose de sinistre se préparait à surgir. Je me dirigeai vers la fenêtre pour vérifier les alentours, mais à peine avais-je ouvert la fenêtre que je fus assailli par une vague de froid intense. En me retournant, je vis une silhouette encapuchonnée dans le miroir, comme si elle était apparue de nulle part. Ses yeux perçaient l'obscurité avec une intensité terrifiante. Mon propre reflet, ou plutôt celui de l'assassin, semblait s'approcher lentement, comme une ombre avide. Mon souffle se figea, et je réalisai alors l'horreur totale de la situation. L'assassin n'était pas juste un spectre dans un miroir, il était là, prêt à franchir la ligne de la réalité et de la fiction. Je savais, à ce moment-là, que le danger n'était pas seulement imminent, il était déjà là, prêt à frapper. Chaque mouvement de l'assassin semblait se rapprocher de moi, et chaque ombre, chaque bruit, était maintenant le présage d'une tragédie inévitable. La question se posait maintenant. Étais-je destiné à devenir une autre victime dans cette danse macabre, ou pouvais-je encore échapper à l'étreinte mortelle de celui qui m'observait silencieusement depuis les ombres? La réponse se dérobait comme les ombres qui dansaient autour de moi, rendant chaque seconde une épreuve de pure terreur. Et dans ce tourbillon de peur et d'incertitude, je compris que peut-être, le vrai cauchemar n'était pas de savoir quand l'assassin frapperait, mais de réaliser que le danger était déjà là, juste au-delà du miroir. L'odeur de la mort. C'était une nuit sans lune, et l'air était chargé d'une froideur mordante lorsqu'on m'a appelé pour enquêter sur un immeuble abandonné. Un sentiment d'appréhension m'avait envahi dès que j'avais reçu l'ordre. Le bâtiment, figé dans le temps, semblait murmurer des secrets sinistres à chaque coup de vent. Mes collègues et moi, armés de lampes torchées et de notre courage, avions pénétré dans l'édifice sombre, prêts à affronter ce que la nuit nous réservait. À peine avions-nous franchi les portes grinçantes que je remarquai quelque chose d'étrange. Un parfum nauséabond flottait dans l'air, une odeur âcre et putride qui évoquait des scènes de décomposition avancée. Tandis que mes coéquipiers discutaient et prenaient des notes, je me retrouvais seul à essayer de localiser l'origine de cette puanteur. Le froid semblait s'intensifier à chaque pas, comme si l'odeur même avait le pouvoir de changer la température. Je m'enfonçais dans les couloirs labyrinthiques du bâtiment, chaque virage semblant mener à une nouvelle couche de ténèbres. Les murs, couverts de moisissures et d'humidité, semblaient se refermer sur moi, leurs ombres se tordant de manière inquiétante. L'odeur, de plus en plus forte, semblait me suivre, une présence invisible qui m'enveloppait comme une étreinte glaciale. La tension monta en flèche lorsque je réalisai que je ne pouvais plus voir mes collègues. Ils étaient devenus des silhouettes lointaines, presque irréelles. Mon cœur battait avec une intensité douloureuse alors que je continuais mon exploration, chaque souffle de l'air devenant plus difficile à respirer à cause de l'odeur. Enfin, je débouchai dans une pièce immense, éclairée seulement par la lueur vacillante de ma lampe torche. Le sol était jonché de débris et de vieux meubles, mais ce qui me frappa immédiatement fut la vision qui s'offrit à moi. Un cadavre, étendu dans une large flaque de sang, semblait avoir été abandonné ici depuis une éternité. Le corps, portant le même uniforme que le mien, était une image grotesque de ce que je pourrais devenir. Je m'approchai avec une lenteur maladroite, mon esprit essayant de faire le tri entre l'horreur et la réalité. Mes mains tremblaient alors que je me penchais pour vérifier le cadavre. Une main glaciale, rigide et lourde, agrippa soudainement mon bras. Le choc me fit sursauter, mes sens envahis par un mélange de terreur pure et de dégoût. Je reculai vivement, le regard fixé sur le cadavre. Ses yeux, vides et hagards, s'ouvrirent lentement, fixant un vide insondable. La bouche du défunt bougea, ses lèvres décomposées se tordant dans un effort effrayant. Un murmure faiblement audible s'échappa de ses lèvres, un souffle glacé qui fit grimper un frisson le long de ma colonne vertébrale, « Tu seras le prochain ». Chaque mot semblait résonner dans l'air lourd, ces paroles me percutant comme un coup de poignard émotionnel. Mes jambes tremblèrent sous moi alors que je me reculais, cherchant désespérément à échapper à cette scène cauchemardesque. L'odeur était maintenant insupportable, une présence nauséabonde qui m'enveloppait complètement. Je tentais de me ressaisir, de regagner un semblant de contrôle, mais l'image du cadavre et ses derniers mots restaient gravés dans mon esprit. Je me précipitai hors de la pièce, espérant que le retour à la lumière me permettrait de chasser les visions horribles qui me hantaient. Je retrouvai mes collègues dans un autre couloir, leurs visages affichant des expressions de curiosité et de préoccupation. Je leur expliquai rapidement ce que j'avais trouvé, mais leurs réponses étaient confuses. Ils n'avaient pas perçu l'odeur, ni la présence effrayante que j'avais ressentie. Au moment où nous sortions du bâtiment, le bâtiment abandonné semblait se refermer derrière nous, comme si le mal qu'il renfermait tentait de nous emprisonner à l'intérieur. En nous éloignant, je jetai un dernier regard en arrière, me demandant si ce n'était pas une illusion, un cauchemar qui me jouerait des tours. Mais la véritable terreur survint le soir même. Alors que je rentrais chez moi, une lettre fut glissée sous ma porte.
L'enveloppe était sale et usée, comme si elle avait été arrachée à un vieux livre d'horreur. Je l'ouvris, le cœur battant, et à l'intérieur se trouvait un morceau de papier sur lequel était écrit en lettres déchiquetées, « Tu seras le prochain ». Un souffle glacial parcourut mon appartement alors que je relisais ces mots horribles. Mes mains tremblaient alors que je posais la lettre sur la table. La pièce semblait se rétrécir autour de moi, les ombres devenant des tentacules menaçants. Chaque bruit semblait devenir un cri, chaque mouvement une menace invisible. Et puis, une pensée terrifiante traversa mon esprit. Si le cadavre de l'immeuble abandonné était une prémonition, une prophétie macabre, que se passerait-il si j'étais déjà marqué par le destin? La question se posait maintenant avec une clarté glaçante. Combien de temps restait-il avant que la mort ne vienne vraiment me chercher? La peur persistante était devenue une compagne constante, une ombre silencieuse qui semblait toujours juste derrière moi, attendant le moment où elle pourrait enfin frapper. Le dernier appel. Je n'oublierai jamais cette nuit où le téléphone a sonné, brisant le silence pesant d'une ville endormie. Le numéro de l'appel d'urgence était étrange, il provenait d'un vieux bâtiment commercial abandonné en périphérie de la ville. Mes instincts me disaient que c'était probablement un canular, une fausse alerte, mais une voix intérieure me poussait à vérifier. L'obscurité enveloppait l'édifice comme un voile d'oubli, et le bâtiment semblait murmurer des secrets inquiétants à chaque coup de vent. Lorsque j'arrivai sur les lieux, l'endroit était aussi désert que prévu. Le bâtiment, une carcasse de béton et de métal, était silencieux, à l'exception du bruit étrange d'un téléphone qui résonnait à l'intérieur, comme un écho dans un mausolée. La lumière de ma lampe torche perçait à peine l'obscurité dense. Le bâtiment semblait figé dans le temps, avec des papiers jaunis collés au sol, des meubles recouverts de poussière et des fenêtres brisées. Je m'avançai prudemment vers l'origine du son, chaque pas produisant un écho sinistre dans les couloirs déserts. Le téléphone antique était posé sur un bureau en bois noirci, déconnecté depuis des décennies selon les archives du bâtiment. Pourtant, il continuait de sonner avec une persistance désespérée. Ma main tremblante saisit le combiné, et le monde sembla suspendu à cet instant précis. Lorsque je mis le combiné à mon oreille, une voix désespérée se fit entendre, déformée par l'interférence de la ligne. Elle répétait mon nom encore et encore, dans un ton plaintif et agonisant. « Aidez-moi, vous n'êtes jamais arrivé à temps. » La voix était pleine de supplications, chaque mot semblant se draper dans une couche de douleur et de désespoir. J'essaie de demander qui était au bout du fil, mais la réponse que je reçus était un silence profond et effrayant. Le silence était lourd, presque tangible, et semblait engloutir tout autour de moi. Le téléphone continua de vibrer doucement dans ma main, mais la ligne était morte, aucune autre réponse ne venant à mon secours. Je vérifiai les registres de l'immeuble, cherchant à comprendre comment ce téléphone pouvait encore fonctionner alors qu'il n'était pas relié à une ligne depuis des décennies. Les données étaient claires, il n'y avait jamais eu de connexion active depuis des années, aucune trace de câble ou de fil dans l'immeuble. Pourtant, l'appel continuait d'échoir dans ma tête, comme une litanie lugubre que je ne pouvais ignorer. En retournant sur les lieux, je découvris que le bâtiment semblait plus que jamais figé dans une époque révolue, comme s'il était devenu une prison pour l'âme en détresse que j'avais entendue au téléphone. La voix restait gravée dans mon esprit, me poursuivant à chaque pas que je faisais. Les murs semblaient murmurer des avertissements silencieux, leurs ombres se tordant en forme menaçante à la lumière vacillante de ma torche. Je tentais de rationaliser ce que j'avais vécu, pensant que l'angoisse pouvait être la cause de cette hallucination auditive. Mais l'appel semblait avoir un effet tangible sur moi, un poids invisible qui alourdissait ma poitrine et assombrissait ma vision. Chaque bruit semblait amplifié, chaque ombre se transformait en une menace palpable. Une idée terrifiante m'effleura. Et si cette voix était le reflet d'une tragédie passée, une âme tourmentée cherchant désespérément à prévenir la prochaine victime? Mon regard se posa sur les détails du bureau autour de moi, cherchant des indices, mais je trouvais seulement des objets anciens et poussiéreux qui semblaient ignorer ma présence. En quittant le bâtiment, je ressentis un profond malaise, comme si le lieu avait laissé une marque indélébile sur moi. L'appel continuait de résonner dans ma tête, comme une mélodie funèbre. Le poids de cette expérience me suivit jusque dans ma voiture, et même lorsque je rentrais chez moi, le silence était presque oppressant, comme une présence invisible qui rôdait dans l'ombre. Je vérifiais les câbles et les lignes de ma propre maison, convaincu que quelque chose allait survenir. La crainte d'une nouvelle apparition, d'une autre voix désespérée, m'empêchait de dormir. Chaque téléphone, chaque appel semblait être une menace voilée, une prémonition macabre de ce qui pourrait arriver. Les jours passèrent, et le souvenir de l'appel me hantait toujours. Je cherchais des explications rationnelles, mais rien ne pouvait dissiper l'impression troublante que quelque chose de sinistre était lié à cet appel. Le bâtiment commercial abandonné se fermait sur ses secrets,
et la voix désespérée continuait de résonner comme un écho lugubre dans ma mémoire. Finalement, je compris que cet appel était peut-être plus qu'une simple anomalie technique. Peut-être que le téléphone avait été un canal pour quelque chose de plus sombre, une tentative désespérée d'une âme perdue pour se faire entendre à travers le voile du temps. La question persistait, était-ce un avertissement ou une malédiction? Et si cette voix était une alerte pour un destin inexorable, quelque chose que j'étais destiné à affronter? L'appel semblait toujours en attente, une promesse sinistre de ce qui pourrait encore arriver. La peur de ce que je pourrais encore entendre, et l'idée que le bâtiment pouvait encore receler des mystères non résolus, restaient des ombres omniprésentes dans mon esprit. Chaque nuit, le silence de ma maison semblait être le prélude à quelque chose de terrifiant, une attente interminable de ce qui pourrait venir me chercher, exactement comme l'appel désespéré l'avait fait jadis.